Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire de la Société Santé en français intitulé Le stress en période de grossesse, impact sur l'enfant à naître. Mon nom est Nathalie Boivin, je suis agente des communications et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français et il me fait plaisir d'être l'animatrice du webinaire d'aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je tiens à reconnaître que je me situe sur les territoires non cédés des peuples Micmac et Malécites du Nouveau-Brunswick. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que les Malécites et les Micmac ont d'abord conclus avec la couronne britannique en 1725. Les traités ne comportaient pas de clause de cession des terres, mais reconnaissait le titre de Micmac et de Malécite et définissait les règles quant à ce qui devait être des relations durables entre les nations. Maintenant, quelques mots concernant la Société Santé en français. C'est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. Plusieurs objectifs sont poursuivis par les webinaires, dont offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et finalement favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Les webinaires sont offerts avec le financement de Santé Canada. Notre conférencière du jour, la Dr Hélène Deschênes, est native de la belle ville de Québec. Elle a fait sa formation en médecine avec l'Université de Sherbrooke. À partir de 1998, elle a d'abord travaillé comme pédiatre générale à Moncton, au Nouveau-Brunswick, au sein du réseau de santé Vitalité. Elle a aussi été responsable du programme provincial pour les gens atteints de phénylcétonurie pendant plusieurs années. Dr Deschênes fut particulièrement touché par les besoins multiples des enfants vivant en situation de vulnérabilité et devant les droits bafoués de ces derniers. Elle sollicite la province du Nouveau-Brunswick à ouvrir ses portes à la pédiatrie sociale en communauté. Elle obtient ainsi le premier poste de pédiatre social au Nouveau-Brunswick. Dr Deschênes est aussi professeur d'enseignement clinique à la faculté de médecine de l'Université de Moncton. Nous sommes très choyés de la compter parmi nous aujourd'hui comme conférencière. Avant de lui céder la parole, quelques éléments de logistique pour vous informer que vous êtes tous présentement en mode sourdine, mais que tout au long du webinaire, si vous souhaitez communiquer avec nous, vous pouvez le faire en utilisant la boîte de conversation au bas de votre écran. Aussi, en cours de webinaire, il y aura quelques sondages interactifs qui seront proposés. Ils sont facultatifs et anonymes, mais on vous encourage toutefois à y participer. Et parlant de sondage interactif, en voici un premier, question de vous connaître un peu mieux. Alors, vous voyez apparaître à l'écran deux questions. La première, mes activités m'amènent à côtoyer des femmes et des familles en période de grossesse. Donc, cochez la réponse qui vous convient, soit à tous les jours, au moins une fois par semaine, de temps en temps, rarement, ou si c'est autre, prière de l'indiquer dans la boîte de clavardage. La deuxième question, pour nous aider à mieux savoir qui se cache derrière les écrans ce midi, est la suivante. Ce qui a piqué mon intérêt à assister à ce webinaire, c'est surtout mon désir d'en connaître davantage sur les effets du stress de la mère ou de contribuer à diminuer les impacts chez l'enfant, d'aider les femmes à gérer leur stress en cours de grossesse, d'outiller les familles pour mieux entourer la femme enceinte ou autre. Une fois que vous avez répondu à ces deux questions, vous pouvez cliquez sur « Soumettre » s'il vous plaît. De cette façon-là, on va avoir la compilation des résultats et on pourra un peu mieux vous connaître. D'ici à ce que les résultats du sondage apparaissent à l'écran,
J'aimerais vous annoncer que présentement, vous êtes derrière l'écran d'un bout à l'autre du Canada. Donc, toutes les provinces canadiennes sont représentées, ainsi que plusieurs territoires. Et nous avons aussi le bonheur d'accueillir aujourd'hui des participantes et participants qui nous viennent de Lyon, en France. Alors, merci de votre présence à ce webinaire. Et maintenant, les résultats du sondage, nous les verrons. Donc, vos activités vous amènent à côtoyer des femmes et des familles en période de grossesse. Alors, pour 46% d'entre vous, c'est de temps en temps. Pour 42%, au moins une fois par semaine. Et pour 8% d'entre vous, à tous les jours. Donc, c'est très intéressant de savoir vos interactions avec ce groupe. Ce qui a piqué votre intérêt pour la majorité d'entre vous, c'est le désir d'aider les femmes à gérer leur stress en cours de grossesse à 42%, et pour 19% de contribuer à diminuer les impacts du stress de la mère chez l'enfant, ainsi que, ex aequo, d'outiller les familles pour mieux entourer la femme enceinte, et l'autre, de même valeur, d'en connaître davantage sur les effets du stress. Alors, maintenant qu'on sait davantage vos motivations et qui vous êtes, je vais maintenant cesser le partage de mon écran et inviter notre conférencière du jour, Dr. Hélène Deschênes, à débuter sa présentation. Dr. Deschênes. Merci beaucoup, Nathalie. Bonjour tout le monde. Ça me fait toujours drôle. Je ne suis pas encore habituée à faire des présentations sur webinaire. J'aime beaucoup voir le visage des gens et là, je ne vous vois pas. On y va. Je compte sur vous pour ajouter des commentaires, poser des questions. Il s'agit d'un sujet sur lequel on en connaît juste assez, mais aussi pas tout à fait assez. Afin de bien cerner les approches et comment on devrait s'y prendre, mais on a des pistes et je crois que votre contribution peut aussi certainement enrichir la réflexion sur le sujet dont on parle aujourd'hui. L'impact du stress maternel. Donc, quand on a souvent le fantasme, quand on va être parent, du moins pour la première fois, de croire qu'on devient parent au moment où l'enfant vient au monde. Alors que vraiment, on réalise de plus en plus que ça se passe dès le moment de la conception. Avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais remercier l'Agence de la santé publique du Canada qui nous ont permis d'obtenir une subvention pour élaborer un projet via Société Santé Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick sur 3 ans pour voir si on ne peut pas tenter, ou si plutôt on peut tenter d'implanter un outil pour sensibiliser d'abord les femmes enceintes, mais également leur entourage sur leurs responsabilités alors qu'elles sont enceintes dans toute la formation et la création de la structure cérébrale du bébé, structure qui persiste jusqu'à la naissance et même, on le verra un petit peu plus tard, et dans certains cas jusqu'à l'adolescence. On en est présentement à la 3e année, mais dû à COVID, cher petit ami qui a bouleversé nos vies, on mettra l'implantation de l'outil uniquement en septembre auprès d'une clinique de suivi d'obstétrique ici, où dès leur première visite de grossesse, on va faire voir une vidéo qui explique un peu ce dont on va parler aujourd'hui, mais de manière très vulgarisée et accessible aux femmes enceintes qui attendent le rendez-vous en clinique. Alors, on y va. On passe à la première. Présentement, dans le monde médical, le stress prénatal constitue un domaine de recherche majeur et sur plusieurs continents, pour ne pas dire mondialement. Je crois que l'état de santé mentale de nos jeunes dans la dernière décennie
nous force à se poser la question pourquoi est-ce que nos petits cocos sont si anxieux. Il y a bien sûr la réponse de la culture qui nous entoure, des cultures de performance, un monde basé beaucoup pour l'enfant sur les résultats scolaires, une société basée sur l'apparence, que ce soit physique ou des acquis qu'on a, la maison, la piscine, les voitures. Il y a beaucoup de pressions donc, qui sont mises sur l'individu qui vient au monde. Mais on se rend compte que la pression que vit elle-même la femme enceinte a un impact sur la constitution du cerveau du bébé qui fait que le bébé vient au monde lui-même dans un état d'hypervigilance, d'alerte. Il est déjà donc prédisposé à être très sensible et développer peut-être un peu plus facilement d'anxiété que si on comparait à une maman, par exemple, qui pendant la grossesse n'a pas vécu de stress. On va commencer juste avec une question très simple ici. Alors, en 2010, quel pourcentage des femmes au Canada âgées entre 20 et 34 ans disaient vivre un stress intense? Le premier choix est 1 à 5 le deuxième 5 à 10 10 à 20 20 à 25 ou 25 à 30 Je ne sais pas combien de temps on doit laisser, Nathalie. Je vous fais confiance. Aussitôt qu'on verra les résultats. Quand on obtient 70 des votes, on affiche. D'accord. Alors, la majorité des gens semblent, donc 42 cibler le 20 à 25 et 35 disent 25 à 30 2010, ça fait déjà longtemps. La réponse est de 25,4 des femmes qui sont en âge de procréer. Oups, un instant. Qui disent avoir éprouvé un stress quotidien intense. Donc, une femme sur 4 en âge de procréer, si elle devenait enceinte, a le potentiel de faire dérouter le développement cérébral du bébé. Puisque c'est un sujet de recherche, on n'a pas beaucoup d'éléments, on a très peu d'éléments cliniques. Ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous avez envie d'aller lire la littérature, portez attention à la nomenclature qui est peut-être pas encore très homogène partout dans les recherches. Il faut certainement faire la distinction entre un stress aigu et un stress chronique, faire la distinction entre un stress objectif, nombre de jours sans électricité, des pertes vécues par les gens, des changements majeurs dans la vie quotidienne et autres, versus un stress qu'on dit subjectif, qu'il s'agit de la réaction très personnelle à un événement qu'on va nommer traumatique, mais qui pourrait peut-être ne pas être aussi traumatique pour une autre personne. Il y a une étude qui est mentionnée souvent et un auteur qui est Dr. Susan King, à l'Université Douglas qui rapporte que apparemment c'est le stress objectif. Plus le stress objectif est élevé et plus grand est le danger pour le fœtus. Ce n'est donc pas comment on vit l'épreuve, mais l'épreuve en tant que telle. Donc, on pourrait vivre, par exemple, une panne d'électricité pendant une semaine et certaines gens vont être quand même assez détendus dans la situation, vont être capables de bien gérer sur le plan émotif et même être les personnes qui vont calmer l'entourage. Mais malgré cela, ces personnes sont à risque de vivre des stress importants au niveau de leur réponse biologique. Donc, il y a aussi le stress sur le plan biologique et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Il s'agit de qu'est-ce qui se passe? Il s'agit donc de ce qui se passe lorsque le cerveau, notre cerveau, perçoit une menace. Et une menace ici, dans le cas qui nous concerne pour ce qui est du petit bébé, une menace qui doit être presque constante, qui doit être chronique, qui doit être présente tout le temps, où le corps
la réponse biologique à cette menace-là, elle est constante et elle devient alors toxique et pour notre propre cerveau et pour celle du bébé qui est dans l'utérus et qui essaie du mieux qu'il peut de se développer à son plein potentiel. Vous savez tous qu'un stress aigu, on en vit tous, par exemple en voiture, si il y a un accident ou un potentiel d'accident qui se présente devant nous, on va avoir le réflexe tout de suite. Donc, il y a une réponse biologique au stress qui nous permet d'avoir des réflexes beaucoup plus rapides et d'éviter un accident, par exemple. Il y a un rôle très, très important, surtout en situation aiguë de cette réponse biologique. C'est lorsqu'elle perdure sur des jours et des semaines que là, notre corps n'est pas fait pour ça, n'est pas fait pour gérer ça et cette réponse-là devient détrimentale. Elle se produit, c'est-à-dire au détriment du fonctionnement corporel. On va passer à la deuxième question tout de suite. Est-ce que de vivre un stress en grossesse peut être bon pour le bébé? A, oui. B, je ne sais pas trop ou je ne sais plus trop. Et C, non. Est-ce que le stress en grossesse peut être bon? 48% d'entre vous avaient dit non, 23% avaient dit oui, puis 30% je ne sais pas trop. Je n'ai pas spécifié ici un stress intense et continu. Vous avez raison que le stress intense, continu, chronique n'est pas bon. Par contre, ce que nous, on va appeler entre nous un stress au quotidien, d'avoir peur d'arriver en retard au travail, aller pour une entrevue et être inquiet de ne pas bien performer. Ces types de stress-là sont en fait non seulement non néfastes, mais ils sont bénéfiques au fœtus en développement. Il y a apparemment eu une étude qui a été faite où on a pris un certain nombre de femmes enceintes et on a décidé de tout faire pour elles. Donc, elles n'avaient pas de ménage, de lavage, de repas, de commission. En fait, on les traitait aux petits oiseaux, massage, musique, relaxation. Les repas arrivaient, repas santé et tout et tout. Et puis, on a regardé l'état des bébés lorsqu'ils sont nés. Et c'était des bébés, il s'avérait que la majorité de ces bébés-là étaient beaucoup plus hypotoniques, donc avaient un tonus diminué, étaient beaucoup moins réactifs à l'environnement, beaucoup plus passifs, faisaient moins de demandes, par exemple, pour le boire. Donc, non seulement être trop relax n'est pas du tout normal, surtout pas dans nos sociétés, il peut être vraiment très néfaste pour le bébé. Donc, il ne faut pas s'inquiéter des stress qu'on vit tous les jours. Donc il y a le stress qu'on dit sain, qui est un effet positif. Il s'agit des stress aigus de courte durée auxquels on finit par s'adapter, on reprend notre souffle, on se retrousse les manches et on repart. Il y a les stress tolérables qui sont un peu plus difficiles, mais avec un bon réseau de support, des gens à qui on peut parler, échanger, des moments où on peut refléter et se repositionner, le stress est encore soutenable pour le corps, mais il y a le stress toxique et c'est de celui-là dont on va parler. Qu'est-ce qu'on sait? Je pense que le premier intérêt que j'ai eu à aller sur ce sujet-là, c'est un monsieur que peut-être les gens de Lyon, vous connaissez, monsieur Boris Cyrulnik, qui lors d'une de ses conférences mentionnait que les enfants qui étaient dans le ventre de leur maman au moment de l'attaque terroriste du 11 septembre 2001 aux États-Unis, ces enfants-là qui ont été suivis après la naissance jusqu'à l'adolescence ont démontré plus de troubles en santé mentale que les enfants qui n'avaient pas eu à être soumis au stress vécu par la maman d'une telle tragédie.
M. Cyrulnik est un homme qui m'inspire énormément, toujours à aller voir un peu plus loin. Et c'est là que je me suis dit, il faut aller voir là parce qu'il doit y avoir quelque chose sans avoir à vivre des épisodes terroristes. Il reste que beaucoup de femmes parmi nous vivent des stress et le corps, lui, ne fait pas la distinction entre une violence conjugale et un attentat terroriste. Le corps, lui, il réagit à une menace et les dangers, les conséquences de cette réaction-là sont les mêmes. Alors, je me suis mis à regarder quelques études et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le stress prénatal, vous vous souvenez qu'on parle d'un stress chronique vraiment toxique, c'est lui qui est le plus solidement associé à des troubles cognitifs, donc jusqu'à ce qu'on parle de retard intellectuel, mais aussi des troubles d'apprentissage, des troubles linguistiques, donc non seulement des retards de langage, mais des troubles de langage, émotifs, de l'anxiété, de la dépression. On parle aussi de troubles en santé mentale comme de la schizophrénie et de troubles de comportement et neurodéveloppementaux comme par exemple l'autisme. On dit par exemple une femme qui a un niveau d'angoisse élevé durant la grossesse, l'enfant sera 2 fois plus susceptible de présenter ces troubles-là en début. Et le risque persiste jusqu'en début de l'adolescence. Et pourquoi on ne parle pas et on ne continue pas jusqu'à l'âge adulte? C'est que les études ont été arrêtées à l'adolescence. Ça, on en a parlé. Il faut savoir aussi qu'il semble y avoir des périodes critiques lors de la grossesse, critiques lors du développement du bébé, qui va amener un différent impact du stress maternel sur le développement cérébral du bébé. Donc, c'est un stress extrême qui a persisté, qui a duré, qui a été très lourd pour la femme enceinte au premier trimestre, augmente à l'âge adulte le risque de développer une maladie mentale telle la schizophrénie. Alors qu'en fin de grossesse, on va voir chez l'enfant plus d'un trouble déficitaire de l'attention. Donc, les périodes critiques à retenir, les 2 premiers trimestres semblent être les périodes les plus sensibles et les périodes où il risque d'avoir un impact plus important au niveau du développement de la structure cérébrale. On sait qu'autour de la 10e semaine de grossesse, on parle de neurogénèse, donc le cerveau produit une quantité difficile même à imaginer, à chaque minute des neurones. Et un peu plus tard, ces neurones-là vont apprendre, selon leur exposition à l'environnement, à développer des connexions qui vont par après donner le fonctionnement cérébral que l'individu va connaître. On parle de synaptogénèse. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vous ai parlé de l'étude du 11 septembre, mais j'aimerais vous parler d'un autre événement qui s'est produit en janvier 88. Et j'étais là, moi, au Québec, lorsque c'est arrivé, la tempête du verglas. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissez un peu cet épisode-là, qui a été vraiment vécu comme quelque chose d'historique et de catastrophique encore. Et les femmes enceintes, il y a des gens qui ont été assez rapides pour dire on va voir qu'est-ce que ça fait au niveau de leurs enfants. Et voilà. Qu'est-ce qu'on parle de stress objectif ou stress subjectif? Les enfants présentent plus de troubles comportementaux, plus de déficit de l'attention à l'âge de la maternelle et les enfants ont aussi présenté plus de troubles dépressifs. Tout ça, c'est par rapport à un enfant qui n'aurait pas été dans le ventre de sa maman au moment d'une telle catastrophe. Ce qui est encore plus frappant pour moi est l'impact au niveau peut-être plus physique, si on veut, c'est-à-dire que l'indice de masse corporelle de ces enfants-là et le taux d'obésité à 5 ans était beaucoup plus élevé et augmentait constamment jusqu'à l'adolescence avancée. À 13 ans, on notait une sécrétion d'insuline élevée, qui donc démontre probablement une résistance à l'insuline qui prédispose au développement du diabète, beaucoup plus de cytokines pro-inflammatoires qui va donc prédisposer aux maladies auto-immunes plus tard. Et les amygdales cérébrales, on ne parle pas des amygdales dans la gorge, mais les amygdales cérébrales étaient beaucoup plus larges. À l'âge de 11 ans, c'est les filles, qui est le milieu où on enregistre un peu la peur et où on peut réagir davantage. Donc, ces filles-là présentaient plus d'externalisation de leurs symptômes aussi.
Une autre étude à Rochester, New York. Donc, j'aimerais... Oui, on va en parler tout de suite, était associé, donc le stress et l'anxiété durant la grossesse étaient associés à un taux élevé de cortisol. On va reparler du cortisol un petit peu plus loin. Et les chercheurs laissent entendre que cette exposition prénatale au cortisol prédit une fonction cognitive appauvrie à 17 mois. On est rendu à 1 an et demi et on aurait une fonction cognitive appauvrie. Et ça semble être pire chez le garçon, ici où il y aurait une réactivité accrue à la peur chez le garçon. Donc, il y a d'autres études, vous savez, qui sont sorties, mais qui vraiment nous font réfléchir et ramènent le sujet que je vous parlais tout à l'heure des troubles neurodéveloppementaux, des troubles de santé mentale et de maladies mentales. Et je crois qu'il faut... Il donne des exemples, par exemple, des événements stressants comme la perte d'un emploi, le décès d'un conjoint. Donc, on ne parle pas de tsunami ici ou on ne parle pas d'attentat, mais déjà là, les enfants présentent un risque d'acquérir ou d'avoir à la naissance un trouble du spectre de l'autisme. En Finlande, le décès de papa semble aussi être associé à un risque plus élevé de recevoir un traitement pour des troubles psychiatriques chez l'enfant. Et l'incidence de la schizophrénie dont on a parlé, ça ici, c'est un moment d'une tornade lorsqu'il vivait dans l'utérus de la maman. Tout ceci fait référence vraiment à ce qu'on appelle la vulnérabilité ontogénétique du fœtus, c'est-à-dire que le fœtus a cette propension de se souvenir et d'être imprégné par ce à quoi il est exposé, qu'il se soit bon ou moins bon. Il va avoir un effet durable tout au cours de la période fœtale, mais aussi à la naissance et va perdurer dans les années de vie. On connaît beaucoup de substances. D'ailleurs, on encourage les mamans, par exemple, à prendre des suppléments d'acide folique pendant la grossesse parce qu'on diminue les anomalies du tube neural. Mais on connaît de plus en plus les éléments qui sont très nocifs, tels l'alcool, la thalidomide, on oublie ça, on n'en donne plus. Pour avoir, moi, soigné des jeunes atteints de phénylcétonurie, je sais très bien que la phénylalanine en taux trop élevé est toxique au niveau cérébral aussi. Autant in utero qu'une fois qu'il est venu au monde. Et finalement, on va en finir par en parler de ce fameux cortisol. Question 3. Tout à l'heure, je vous parlais de la réponse biologique au stress. Donc, ici, je vous demande, on estime à combien le nombre d'hormones de stress qu'on peut avoir lorsqu'on est dans une situation menaçante chez l'humain. Estimeriez-vous à 5, 10, 50, plus de 100 hormones de stress? Moi, j'ai été surprise quand j'ai entendu ça, cette réponse-là. Alors, 10% disent 50, 8%, 29%, pardon, plus de 100. Et le reste du groupe est partagé, 18% pour 5 et 10. Alors, M. Boris Cyrulnik m'apprenait qu'il y a au-delà de 400 hormones de stress lorsqu'on vit quelque chose qui menace l'intégrité ou qui est perçu par le cerveau comme une menace pour l'intégrité humaine. Plus de 400 métabolites se mettent en action dans notre corps pour nous donner la réponse adéquate au stress qui se présente à nous, adéquate, je le rappelle, si on est en période courte et aiguë, mais qui devient vraiment toxique et délétère au corps s'il persiste plus longtemps. L'hormone ou le métabolite le plus étudié, évidemment, est le cortisol. Donc, le cortisol, la sécrétion de cortisol même vient de nos glandes surrénaliennes qui sont situées là,
toutes petites glandes situées au-dessus de nos reins, qui sont elles-mêmes situées, stimulées par l'hypophyse, elles-mêmes stimulées par l'hypothalamus. Donc, ça part vraiment au niveau cérébral. S'il y a une perception, par exemple, l'amygdale qui s'active parce qu'elle voit une peur ou elle vit une peur sur quelque chose de menaçant, parce qu'elle a en mémoire quelque chose qu'elle a vécu qui a déjà traumatisé l'intégrité du corps, elle va réagir. Le cerveau, l'hypothalamus, ressent cette peur, lance un signal à l'hypophyse qui, elle, lance le signal aux glandes surrénales de sécréter du cortisol afin qu'on soit en mesure de répondre adéquatement. Le cortisol sécrété, lui, va avoir ce qu'on appelle une boucle ou un feedback négatif pour dire au cerveau, OK, là, calme-toi le pompon, on est en train d'en sécréter déjà et à un moment donné, il faut qu'on arrête d'en sécréter. Surtout si on répond au stress de manière adéquate. Donc, le cortisol, et rappelez-vous qu'il y en a plus de 400 hormones similaires au cortisol ou qui ont probablement différentes actions, mais qui ont un impact sur notre réponse au stress. Le cortisol a un impact majeur sur de nombreux systèmes du corps. Donc, la physiologie du stress elle-même, on en a parlé, mais le cortisol peut nous permettre d'être plus vigilants, de garder en mémoire, de bien stimuler notre système immunitaire et d'offrir une réponse inflammatoire adéquate lors d'un traumatisme sur le corps. Il aide à la santé cardiovasculaire et la régulation de la sécrétion d'insuline. Quand on voit, donc vous avez à votre gauche la réponse qui est tout à fait normale, mais si il y a une sécrétion accrue de cortisol, lui-même devient nocif au niveau cérébral et il y a comme une boucle qui perpétue le cycle de sécrétion de cortisol qui a un impact majeur tant sur notre cerveau que sur différents organes. Donc, une sécrétion de cortisol continue amène plus de maladies cardiovasculaires, une élévation de la tension artérielle, une élévation du sucre dans le sang, donc de la glycémie, des troubles digestifs, des troubles neurologiques où la perception de la douleur peut être accrue. On va voir aussi plus de troubles anxieux, de dépression, de céphalée et de maux de tête et un système immunitaire qui est affaibli. Ce que j'aimais bien dans l'autre petit, c'est qu'on ajoute la mémoire et l'attention aussi. On a donc des gens qui sont probablement hyper vigilants à tout ce qui se passe autour d'eux. Ça a été bien étudié chez l'enfant. Donc, les sources, et certains d'entre vous connaissez peut-être, en anglais, ils appellent les ACE, Adverse Childhood Events. Donc, tout événement qui peut être traumatisant vécu à l'enfance, et on en nomme quelques-uns, mais vous voyez ici en haut, il y a aussi le stress maternel qui stimule l'axe de sécrétion du cortisol, qui, elle, atteint la fonction immunitaire et fait une boucle au niveau cérébral, et qui aussi atteint l'épigénétique, je vais vous en reparler un petit peu plus tard, pour finalement être nocif au niveau de la santé de l'enfant. On a parlé des systèmes cardiovasculaires, du sucre et tout ça, mais aussi au niveau développemental avec des troubles au niveau de la cognition, du langage et des troubles de comportement. Qu'est-ce qu'il y en est pour le petit fœtus? Alors, on sait que le cortisol est potentiellement dangereux. Une maman qui présente un stress alors qu'elle est enceinte, selon la période critique de la grossesse, vous vous souvenez, va donc avoir un niveau de cortisol très élevé en circulation et ça devient nocif si ce niveau demeure élevé pour une période longue. Je m'arrête parce que j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui va me demander qu'est-ce qui est long, Hélène, comme période, parce que je ne crois pas qu'on le sait. Je ne crois pas qu'on sait à partir de quel niveau de cortisol aussi celui-ci devient nocif. Ce qu'on sait, c'est quand c'est plus élevé que d'habitude puis que ça dure plus longtemps que d'habitude. Mais qu'est-ce qui est d'habitude? Difficile à dire. On va s'entendre pour parler de plusieurs jours soutenus et probablement plusieurs semaines, si ce n'est pas plusieurs mois. Ça reste à préciser au niveau des recherches. Lorsque le cortisol de la maman se présente au niveau du placenta, normalement, il y a une enzyme qui est présent pour désactiver
le métabolite actif du cortisol pour que, en partie du moins, pour que le cortisol qui arrive au bébé ne soit pas tout actif. Il y en a une partie qui est active, mais il y en a une partie qui ne causera pas de dommages. C'est comme si cet enzyme-là s'assure de garder une certaine proportion entre le cortisol puis la grosseur du corps. Et non, donc, tout le cortisol de maman ne va pas tout se rendre au bébé. Il y en a une partie qui est désactivée. Malheureusement, en présence de cortisol élevé, très élevé, pendant une période soutenue, cette enzyme-là devient moins efficace. Et il y a presque un lien linéaire entre la concentration de cortisol chez la maman, qui est dans sa circulation sanguine, et ce qui va être transmis au bébé, et qui donc en proportion est tout à fait catastrophique et amènera des changements au niveau de la structure cérébrale suffisamment importante pour créer des troubles de santé mentale, neurodéveloppementale, des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, du diabète et des maladies inflammatoires en âge pédiatrique et certainement adulte. Ce cortisol-là qui entre aussi chez le bébé va aller interagir avec son axe de sécrétion du cortisol et on croit ici qu'il y a une dérégulation de l'axe qui se fait chez le bébé. Le troisième point dont je vous parlais était l'épigénétique. On sait maintenant que le stress très tôt, et on croit que c'est en partie à cause du cortisol, mais il y a probablement d'autres mécanismes en cause, change la configuration de notre ADN, expose certaines parties qui ne devraient pas l'être ou cache des parties qui devraient l'être, de manière à changer la formation des synapses, donc des connexions des neurones et même leur activité, de manière à changer le processus inflammatoire pour entraîner des dysfonctions au niveau cérébral, qui pourraient nous donner même des tableaux cliniques très similaires à un trouble du spectre de l'autisme, syndrome d'alcoolisation fœtale, schizophrénie et autres troubles en santé mentale. Donc vraiment, c'est ici que se passe le danger. Donc la maman, elle a une très, très grande responsabilité, malheureusement. Ça lui incombe à elle de s'assurer que ses hormones de stress ne demeurent pas élevées tout le temps, tout le temps. On a presque terminé. Il y a des recherches importantes à poursuivre parce qu'il nous manque beaucoup, beaucoup de réponses à plusieurs questions. Je crois que ce qui est important, c'est de réaliser que la femme enceinte vit dans une culture, vit dans un environnement, que ce soit une ville, une province, un pays, un continent, qui impose ces pressions. Et il est très difficile pour quelqu'un qui est même sain d'esprit d'arriver à garder un équilibre, d'arriver à gérer tous les imprévus. Et je crois que un des messages que j'aimerais passer, et plus je lis sur le sujet, plus je réalise que cet aspect de la grossesse, du stress vécu pendant la grossesse, relève de plus en plus, à mon avis, de la santé publique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est beau dire aux parents, dire ça à la maman. Moi, ma crainte était que si je partage ces faits-là aux mamans, est-ce que je vais les stresser davantage? Si elles n'arrivent pas à gérer le stress, il y a une violence conjugale, ça ne se règle pas facilement. La perte d'un emploi, une maladie chronique, l'annonce d'un décès d'un proche, ce n'est pas des choses qui sont faciles à vivre. Mais il y a un espoir et l'espoir est aussi postnatal. C'est-à-dire qu'il y a une étude, il n'y en a pas plusieurs études, mais il y en a quelques-unes qui semblent supporter que le traumatisme ou les lésions infligées au développement cérébral du bébé lors d'un stress maternel vécu pendant la grossesse seraient en grande partie réversibles avec un lien d'attachement et une relation bienveillante et chaleureuse entre le parent et son bébé. Donc, je reprends la même image qu'on avait tout à l'heure en ici mettant l'accent sur les habiletés parentales qui, elles, ont le potentiel, le grand et fort potentiel de réparer les dommages qui auraient pu être causés in utero. Et le centre, en anglais, c'est
Center of the Developing Child à l'Université de Harvard nous propose un concept très simple de serve and return où le parent apprend à lire les signes de son petit pour répondre à ses besoins et répond lui aussi d'une manière à créer une interaction positive qui met tout en place les éléments pour un attachement sécure. Ça, c'est pour l'intervention. Alors, que proposer aux femmes enceintes? Nous n'avons pas malheureusement d'études encore qui nous dit quelle est la meilleure méthode pour diminuer le cortisol sanguin chez la femme enceinte. Sachez que le cortisol peut se mesurer à la base des cheveux et assez facilement dans la salive aussi. Donc, ça peut être un projet d'étude intéressante. Moi, je me disais même, pourquoi pas simplement mesurer le cortisol de nos femmes enceintes sur une période d'1 an pour comprendre notre portrait biologique de réponse au stress chez nos femmes ici au Nouveau-Brunswick, dans notre ville de Moncton. Je ne sais pas, c'est une idée que j'ai en tête. Peut-être que vous, de votre côté, avez déjà réfléchi et peut-être même agi sur ces questions-là. On en parlera un petit peu plus tard. Ce qu'on aurait proposé d'abord, c'est de sensibiliser les femmes. Les femmes et leur entourage doivent être mis au courant qu'elles sont responsables de veiller à tenter du mieux qu'elles le peuvent de maintenir leur taux de cortisol, entre autres. Rappelez-vous qu'il y en a d'autres, plus bas ou plus près de la normale. Ici, il y a un mouvement de pleine conscience qui est très, très fort aussi, qui a certainement des éléments positifs à ce niveau-là. Il faut rassurer les mamans qu'il ne s'agit pas du stress quotidien de faire son épicerie à la dernière minute ou de ne pas savoir quoi faire pour souper. C'est pas, à moins que ça devienne envahissant. Donc, il y a des femmes qui vont vivre stress par-dessus stress par-dessus stress, toutes les petites choses du quotidien, mais elles sont seules à gérer. Elles ont très peu de support et ça peut devenir très envahissant, qui fait que le soir, après sa journée, puis quand on s'assoit sur notre sofa dans le salon, la tension ne baisse pas. Ça reste élevé, on reste anxieux, on dort mal et on se lève le lendemain matin et on continue. Ça, c'est pas tout à fait sain non plus pour le bébé. Il y a une étude qui a démontré que l'approche de la pensée positive, et ça, par contre, à ma connaissance, ça demande la présence d'un thérapeute qui nous suit et travaille avec nous si ce n'est pas quelque chose qui nous vient facilement et qui demande plusieurs séances. Donc, d'abord, d'une part, il nous faut du temps pour rencontrer quelqu'un. Il faut qu'il y ait ce quelqu'un-là qui a l'expertise et il nous faut l'argent pour la payer aussi. Donc, ce n'est pas accessible à tous. Si je pense à la population qu'on dessert au Centre de pédiatrie sociale, nos familles vivent vraiment en situation de vulnérabilité. Elles ne seraient certainement pas en position de se procurer un coaching au niveau de la pensée positive. On va recommander aux mamans d'éviter les situations potentiellement stressantes. C'est peut-être pas le temps de déménager ou d'aller chercher un emploi, une promotion au niveau d'un emploi, parce que même un stress positif amène ses conséquences biologiques. On va recommander à la maman dans la journée, puis je crois qu'on devrait vraiment tous le faire, de prendre des moments d'arrêt, 5-10 minutes dans la journée, 2-3 fois par jour, juste être au moment présent, prendre des grandes respirations. Certains vont faire des vrais exercices de respiration. J'ai une travailleuse sociale qui travaille avec moi, puis elle me dit tout le temps, respire de la bédaine. Alors, on respire de la bédaine au lieu de respirer des épaules pour améliorer notre circulation et l'oxygénation et la libération de notre CO2. La méditation a certainement amené ses preuves, mais encore là, ce n'est pas tout le monde qui est adepte de méditation. Alors, on va aussi parler de méditation active aux gens, qui est un sujet, je crois, qu'on parle de plus en plus. Il s'agit simplement de focusser notre attention sur une activité en particulier qui nous fait oublier le quotidien, de vraiment s'engager dedans et de ne pas chercher à performer nécessairement. Donc, ça peut être faire un casse-tête, ça peut être de la lecture, ça peut être toutes sortes de hobbies qui vous intéressent et qui vous passionnent et qui vous fait oublier un peu le quotidien, a le potentiel de faire baisser votre niveau de cortisol. L'activité physique, alors il y a bien sûr des cours prénataux, yoga pour les femmes enceintes, mais vraiment, si on veut garder ça simple, aller marcher
15-20 minutes, 1 à 2 fois par jour, pour être tout aussi bénéfique au niveau de baisser le niveau de cortisol. De toutes les lectures, et j'étais contente d'entendre le principal médecin responsable du Center of the Developing Child de Harvard, de toutes les lectures sur la résilience, il semble y avoir un facteur qui promeut le développement de la résilience, et c'est celui de ne pas être isolé, celui de pouvoir parler à quelqu'un simplement de ce qui nous arrive, sans que l'autre ait nécessairement la réponse. Simplement de partager ce que l'on vit au quotidien, même si ça nous semble très banal, peut avoir des effets très bénéfiques également. Ceci renforce le fait que nous sommes des êtres sociaux, profondément sociaux, et notre espèce a besoin de son semblable au quotidien. J'inviterais même les femmes enceintes à responsabiliser une ou un ami de leur entourage et dire, sais-tu quoi, toi et moi, on va se parler à chaque semaine. Je veux ventiler sur ma semaine, ma journée. Pourquoi? Parce que ça a le potentiel d'être super bon pour mon bébé. Comme je disais au tout début, on a beaucoup plus de questions que de données solides, mais on en sait suffisamment pour commencer à en parler. Je crois qu'on peut aussi tenter d'identifier les gens les plus vulnérables et une fois qu'on a identifié, de tenter d'individualiser l'approche, d'offrir un soutien, des techniques, soit de respiration, de méditation active. Et je crois qu'il faut mobiliser de plus en plus nos décideurs aussi à être conscients que l'impact du stress, on le vit tous et la femme enceinte est dans le même environnement que nous. Et j'aimais bien ce que Boris Cyrulnik disait, foutre la paix aux femmes enceintes, c'est-à-dire leur offrir des conditions de travail à la fin ou vers le milieu jusqu'à la fin de grossesse qui fait du bon sens, qui sont plus un peu relâchées, pas leur demander de préparer toute la maison et de devoir continuer à courir, d'autant plus s'il y a d'autres enfants déjà impliqués à la famille, de mobiliser la famille, l'entourage de la femme enceinte pour permettre qu'elle offre un environnement optimal de développement à son bébé pendant qu'il est en elle. Il nous reste beaucoup de questions. Quels sont les mécanismes via lesquels le stress prénatal amène des conséquences si larges biocomportementales chez le bébé? Est-ce qu'on peut le modifier par une intervention? Donc, je crois qu'il faut essayer des choses et mesurer le cortisol chez les femmes enceintes. Est-ce qu'on pourrait repérer des enfants à risque? Moi, je vous dis, en pouponnière, je suis capable, avec l'histoire, de voir une maman qui a eu un parcours durant la grossesse plus difficile. Et il est très facile de voir que les bébés sont hyper vigilants, déjà anxieux, pleurent plus, sursautent, ont un réflexe de Moro accentué, ont une pulsation cardiaque toujours un petit peu plus vite que la moyenne des bébés d'âge en jours comparables. Je pense qu'il y a des choses ici qu'on peut faire. Et moi, de plus en plus dans mon questionnement auprès des familles qu'on rencontre, je vais demander comment était ta grossesse. Et si elle me dit ça a été très difficile, je sais que cet enfant-là a peut-être une base de vulnérabilité pour ce qui est de l'anxiété, pour ce qui est de ses habiletés à répondre à ce que la vie va lui présenter. Et finalement, puisqu'il y a de l'espoir postnatal, comment on peut concrètement soutenir pour tous le lien parent-enfant dès les premiers jours de vie, mais certainement pour les 3 premiers mois de vie. Voilà, je m'arrête ici et là, je suis très anxieuse positivement d'entendre vos commentaires et questions. Merci beaucoup, Hélène, pour ce contenu très riche. Puis en parlant de contenu très riche, je tiens à vous informer, les participantes et participants, que la présentation PowerPoint de Dr. Deschênes sera déposée sur le site de la Société Santé en français dès la semaine prochaine. Donc, si vous voulez avoir accès, ce sera disponible. Première question qu'on avait déjà dans notre boîte de discussion de la part de Julie Landry Godin du Centre de ressources familiales du côté de la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick.
Julie, est-ce que tu souhaitais qu'on ouvre ton micro pour poser ta question à Dr. Deschênes? Oui, tu peux y aller, Julie. On va activer ton micro. Allô? Oui, c'est ça. Je me demandais, c'est-tu un webinaire que ça serait une bonne idée de présenter à nos mamans enceintes ou si ça serait mieux de juste leur donner les recommandations pour être moins stressées parce qu'on ne veut pas les stresser plus, comme vous disiez tantôt? Oh, c'est tellement une bonne question, Julie, parce que je te dirais, quand on voulait développer notre outil de sensibilisation, j'ai eu à parler avec des gens un peu plus experts au niveau de la recherche sur le sujet, par exemple à Kingston en Ontario, puis aussi à quelqu'un, comme je mentionnais, à Harvard. Et puis, ce qu'on me dit, c'est que la peur des chercheurs est justement de créer plus de stress à une maman qui vit déjà des situations très difficiles. On voudrait certainement pas faire basculer dans le désespoir une maman qui peut pas s'en sortir. Et ils nous disaient tous, Hélène, t'es courageuse de te lancer là-dessus. Je suis pas certaine que je ferais ce webinaire-ci, mais ce que je te proposerais, Julie, c'est que l'outil qu'on a développé, c'est une vidéo où moi je parle, puis je parle des connaissances qu'on a sur le stress, sans, en essayant de ne pas trop les stresser. Puis je leur donne des outils après dont on a parlé un petit peu plus détaillés. Et on veut passer ce vidéo-là aux femmes enceintes à la clinique de suivi d'obstétrique et voir un peu. Est-ce que ça les interpelle? Est-ce qu'on les inquiète? Est-ce qu'on est en train de mesurer un petit peu jusqu'à quel point on fait du bien? Et on les invite aussi, si elles vivent une détresse, à nous parler à ce moment-là. Et un coup qu'on aura, donc ça commence en septembre et on aimerait le faire pour un bon 6-9 mois. Un coup qu'on aura ces données-là, si on voit que c'est positif, ce petit vidéo-là, on va le mettre accessible partout en province. Et s'il y a eu des commentaires ou des ajustements à faire, on refera la vidéo. Pourquoi on a opté pour une vidéo? Parce qu'on a un haut pourcentage d'analphabètes, parce que des dépliants, ça finit à la poubelle. Et puis, ce qu'on voulait vraiment, c'était de profiter d'un moment mort pour la maman et pas demander encore un temps d'écoute supplémentaire. Alors là, elle est dans la salle d'attente, elle attend. Puis, il y a une personne, une accompagnatrice de vidéo aussi qui va être là pour répondre à ces questions si jamais il y en a. Donc, on est allé de façon plus prudente. Julie, je pense que je n'irai pas tout de suite avec ce webinaire-là. Ah, ben c'est un bel outil que vous êtes en train de développer, par exemple. C'est une bonne idée. Un coup qu'on l'aura mesuré puis testé, puis l'idée, c'est de le partager à qui veut bien l'utiliser, faire du bien à plus de femmes et de petits bébés possible. Merci beaucoup, Julie. On avait une autre question de la part de Christina Leblanc du côté de Moncton qui se demandait qu'est-ce qui se passe avec les grossesses à haut risque parce qu'il y en a effectivement. Donc, qu'est-ce qui arrive au niveau du stress et de l'impact de l'enfant à naître pour ces grossesses à risque? C'est aussi une autre excellente question. Déjà, avoir une grossesse à risque amène un stress. Moi, je suis convaincue que ce n'est pas pour rien que ces femmes-là accouchent de manière prématurée, d'une part. Et on a vu tout à l'heure, il y avait dans les grossesses à risque, effectivement, un plus haut taux dans une étude d'atteinte au niveau de la santé mentale des enfants. Donc, nos grossesses à risque, il faut trouver une autre manière de les adresser que juste les faire venir à la clinique de grossesse à risque. Et là, elles sont là vues comme étant des petites bombes à retardement où on essaie le plus possible de garder le bébé in utero pour favoriser son développement et tout ça. Peser-le pour... Je crois qu'il faut les mettre dans la ouate, ces moments-là, encore plus, par de la musique quand ils viennent, par différentes techniques qu'on va les inviter à poursuivre, à faire à la maison. Merci beaucoup. Puis, Hélène, vous nous avez présenté différentes interventions qui sont possibles pour sensibiliser les femmes ou pour les outiller à peut-être prendre conscience de leur stress, le gérer de différentes façons.
quel est le rôle que vous voyez pour le partenaire, là, ou la partenaire, ou encore la famille élargie? Absolument. Alors, on va commencer avec le vidéo avec les femmes enceintes. Et ce qu'on leur dit, c'est si votre partenaire est avec vous, aimeriez-vous aussi qu'il regarde? On veut l'offrir à la femme enceinte parce qu'il y a, parfois ça peut être délicat dépendamment de la relation de couple, mais l'idée serait éventuellement de le faire voir aussi effectivement au partenaire de la femme qui est enceinte également. Parce que ça devrait être une responsabilité partagée dès maintenant, pas juste à la naissance du bébé. Oui. Merci beaucoup. N'hésitez pas à demander si vous souhaitez prendre la parole, comme l'a fait Julie Landry-Godin, ou si vous avez d'autres questions et que vous préférez les écrire dans la boîte de clavardage, n'hésitez pas. Moi, j'étais aussi intéressée par Hélène parce que vous avez apporté concernant l'importance d'éviter l'isolement en cours de grossesse. C'est l'élément le plus fort et le plus prometteur dans la gestion du stress. C'est-à-dire que simplement, la parole n'est pas qu'un outil de communication. La parole est un outil calmant, apaisant. La parole apaise, sans même qu'on ait de solution. L'être humain est fait ainsi. Lorsqu'il partage ce qu'il vit, il y a un effet apaisant qui se passe au niveau physiologique. Donc, l'isolement est vraiment une des pires choses qu'on pourrait vivre en tant qu'humain. Effectivement. Donc, il faut encourager les gens. Il y a à différents endroits, et je serais curieuse de savoir si en Europe, c'est des modèles qui se sont développés, mais aux États-Unis, je commence à voir un modèle de suivi de grossesse, par exemple, qui se passe en groupe. Alors, toutes les femmes, par exemple, rendues à la 10e semaine de grossesse ou 12e pour dire quelque chose, on les invite tous au même moment, à la même heure, et on fait, et elles ont le droit d'amener quelqu'un avec elles. Soit le conjoint, leur mère, une amie, à chacune des visites. Et c'est vraiment comme un cercle d'amis qui apprennent à échanger et ils se partagent leurs difficultés alors qu'elles sont au même moment de la grossesse. Et durant cette rencontre-là, le médecin arrive, prend une dame, fait son évaluation, l'examen, tout ça. Puis à la fin, une fois que tout le monde a passé, il y a comme un médiateur, mais avec des connaissances aussi concernant la gestion du stress, mais tout ce qui se passe en grossesse, ça peut être soit une infirmière ou un médecin, qui va gérer la discussion entre les femmes pour les aider justement. Et juste ça, apparemment, aurait un effet bénéfique, mais je ne crois pas que ça a été mesuré sur le plan biologique. Mais ça, c'est un autre petit projet que je pense qu'il vaut la peine à laquelle il faut réfléchir. Absolument, c'est très intéressant de cette approche-là aussi, puis de développer une espèce de cohésion, d'entraide, de soutien entre les femmes, les familles qui sont enceintes. C'est très intéressant. Vous allez voir apparaître à l'écran, tout le monde, un dernier sondage qui est un sondage d'évaluation du webinaire. Donc, on vous invite vraiment à répondre à ces questions-là. C'est très court. Et puis, pour répondre aux questions, vous voyez dans la boîte de questions, il y a une bande gris foncé. Vous la défilez jusqu'au bas pour vous donner la chance de répondre à toutes les questions. Et puis, une fois les 5 questions répondues, vous pouvez cliquer sur la barre « Soumettre ». Quel est l'élément peut-être qui t'a le plus surpris au cours de développement de cette initiative-là de sensibilisation et de gestion au stress que vivent les femmes enceintes? Honnêtement, puis je vais être très honnête, là, ce qui m'a le plus outré, c'est que ces connaissances-là, on les a, ça fait plus de 10 et 15 ans. Et il n'y a rien qui est sorti. Ça ne se parle pas. Les gens ne le savent pas. Lorsque j'ai présenté ces notions-là au centre ou au département de suivi de grossesse, qu'on appelle le centre mère-enfant ici, il y avait des infirmières, des médecins, des travailleurs sociaux, des diététistes qui côtoient des femmes enceintes tous les jours, qui n'étaient pas au courant de ces faits-là. Et ça m'a outrée. Oui, c'est ça, j'étais vraiment surprise de ce fait-là. Et en tant que pédiatre aussi, ça m'interpelle beaucoup pour ce qui est de la relation parent-enfant dans les premiers mois.
on sait qu'un parent qui vit des stress très importants pendant la grossesse est le même parent qui accouche et a le bébé dans les premiers 3 mois, qui va avoir aussi beaucoup de stress et cet attachement-là peut être très fragilisé par tout ce qui se passe autour. Donc, comment on peut arriver en tant que... Moi, je crois vraiment que c'est une question de santé publique. Il faut que les gens soient mis au courant, qu'on en demande énormément à la maman dans sa relation avec le bébé. Et il faut tous, comme dans le temps, ça prend un village pour élever un enfant. Il faut revenir à s'épauler un petit peu plus, je crois. Et c'est une très belle conclusion de cet excellent webinaire qui nous a à la fois troublés, émus, informés, mais en même temps aussi donné de l'espoir quant aux interventions possibles. Et on a très hâte, Dr. Deschênes, d'entendre de vos résultats dans la prochaine année pour voir qu'est-ce que a apporté votre innovation d'utilisation de vidéos lors des périodes d'attente des femmes et de leurs familles lors des rendez-vous périodiques en suivi de grossesse. Docteur Hélène Deschênes, je vous remercie chaudement pour votre participation aujourd'hui et je vous souhaite de nombreux succès et un grand merci de tout le travail que vous faites en faveur de nos enfants et qui sont en fait des membres de nos communautés. Merci beaucoup. Un gros merci à vous. Au revoir. Au revoir.